Bonjour Monsieur Brahma Sidibé. Oui, bonjour Monsieur Diakité. Merci pour l'honneur que vous nous faites en nous rendant visite aujourd'hui au siège de Maligette César Lassé 2000 au cœur de Bamako. Soyez les bienvenus à l'occasion de la grande interview que nous réalisons de temps en temps avec les différentes personnalités de la République. Alors, vous êtes actuellement vice-président de la Banque islamique de développement basée en Arabie Saoudite. Depuis quelques mois, vous êtes en liste pour briguer la succession de Donald Kaberuka à la tête de la BAD, la Banque africaine de développement. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce qui motive votre candidature à ce poste. Voilà, je vous remercie, M. Diakité. Bon, je vais faire un petit rectificatif d'abord. Je ne suis plus vice-président de la Banque islamique de développement parce que je suis en campagne. Je me suis dégagé de la BID pour faire cette campagne qui doit mobiliser toute mon énergie. Alors, pour revenir à votre question, pour laquelle je vous remercie pour cette question, il y a plusieurs éléments de motivation vraiment pour cette candidature qui a été mûrie depuis longtemps. Il y a d'abord dans toute motivation une part de servir un projet, une part d'ambition personnelle. Dans mon cas, la part de servir un projet est vraiment la proportion la plus importante, puisque si vous me demandez de juger ça, je vous dirais qu'il y a 80% de ce projet et 20% d'ambition personnelle, pour être honnête, quoi. Le projet, c'est parce que compte tenu de mon expérience qui est diverse, variée, plus de 35 ans au service du développement, j'en ai vu de toutes les couleurs, hein. Et surtout, ça me donne un sentiment de travail non fait. Mais en même temps aussi, compte tenu de l'évolution du monde et de l'Afrique, il y a une opportunité pour nous tous de mettre la main à la pâte et de faire que la perception que l'Afrique a aujourd'hui soit une perception d'un lendemain qui brille. Puisque tout le monde dit qu'en dépit des soubresauts qu'on a ici et là, l'Afrique avance fortement. Alors, un autre élément de motivation, c'est que je connais très bien notre zone, je connais l'Afrique, je connais le milieu des banques multilatérales de développement, je connais le secteur privé pour avoir pratiqué. C'est une petite chance pour moi. Et maintenant, l'occasion est vraiment très bonne de mettre toute cette connaissance-là au service de l'Afrique, de ma région, de mon pays. Et puis cette ambition ne peut être poussée que quand elle est poussée par son pays, sa région et tout. Là, on reviendra peut-être en cours de discussion sur ça. Voilà un peu grosso modo, quoi. Alors, vous êtes un haut cadre dirigeant malien bien connu et expérimenté. Pouvez-vous nous dire comment est soutenue votre candidature au plan national? Alors, je dois dire tout de suite que d'abord sans le support moral, le support financier, surtout le support pour pousser et la confiance en moi, exprimé dès le premier jour que le président de la République a eu connaissance du projet, c'était il y a plus d'1 an, hein, c'est pas aujourd'hui que ça date. Silencieusement, il a pris sa décision, me connaissant bien depuis longtemps, connaissant ma réputation, qu'il pouvait pousser cette candidature. Ce qu'il a fait depuis 1 an. La partie visible de l'iceberg, c'est maintenant que vous la voyez, mais il a fait un travail diplomatique très profond. Il a écrit à tous ses pairs, il ne rate pas une occasion d'en parler. Et cette confiance-là était vraiment un défi pour moi. Et je crois que rarement, à mon avis, hein, un candidat aura été soutenu comme mon cas. Et d'ailleurs, quand le président de la République le dit, quand on lui demande, il a une phrase très noble. Il dit que c'est le candidat, il pense qu'il a le candidat, le meilleur candidat, dit-il, et c'est un candidat du Mali pour l'Afrique. Je crois que ça, c'est une phrase très profonde de sens. Nous mettons Sidibé à la disposition du Mali pour servir l'ambition de l'Afrique. Et ensuite, parce que la BAD est quelque chose de très critique pour nous, et nous voulons le meilleur pour la BAD. Je crois qu'il n'y a pas de témoignage plus éloquent, et surtout un défi pour celui en qui cette confiance est investie, quoi. Vous avez suivi vous-même le lancement. Vous avez vu que c'était à grands frais de publicité et tout ce qu'on fait, tout le voyage, c'est vraiment le Mali qui le supporte entièrement et totalement. Alors vous êtes 8 candidats à briguer la succession du Rwandais Donald Kaberuka, durant à ce poste étant Jalil Ayed de la Tunisie, Akiwumi Adesina de Nigeria, Sofiane Ahmed de l'Éthiopie, Cordier Ben Mourad du Tchad, Christian Duarte du Cap-Vert, Samoura Kamara de la Sierra Leone, Thomas Sankara du Zimbabwe. Qu'est-ce qui différencie le candidat malien des autres?
Bon, c'est une question difficile. Normalement, c'est vous qui lisez les CV qui peut dire qu'est-ce qui différencie. Bon, puisque c'est un exercice qui heurte un peu mon humilité, je vous dirai quand même. D'abord, pour savoir qu'est-ce qui différencie les candidats, il faut voir l'objet de la compétition. L'objet de la compétition, c'est la Banque africaine de développement. Donc, ça veut dire que c'est une banque. Elle opère en Afrique et elle s'occupe de développement. Bon, il faut voir sa gouvernance. La gouvernance, c'est un conseil d'administration qui a les représentants des pays occidentaux qu'on appelle les pays non régionaux, et puis il y a les représentants des pays africains. Donc c'est vraiment une affaire qui est à la fois de leadership, de direction, et puis une affaire qui est politique, parce que les intérêts des actionnaires des deux catégories, comme on aime bien les classer, peuvent être divergents, mais le talent d'un vrai chef d'équipe, un chef de banque, c'est de pouvoir faire la synergie de tout ça et avoir les décisions les plus importantes. Ça, c'est le plan de la capacité à gérer une institution qui, je vous le rappelle, a 54 pays d'opération, les 54 pays africains, et a un capital autorisé de 100 milliards. Donc, c'est vraiment pas un rôle... c'est un rôle d'institution, comme on dit, institution 3A qui lève des centaines de millions de milliards de dollars sur les marchés, donc qui est un rôle métier. C'est un rôle politique, c'est un rôle métier. Ça, c'est la capacité à gérer. Il y a plus de 2000 professionnels qui sont originaires de 78 pays. Donc, ce n'est pas une histoire ni régionale, ni nationale, ni linguistique, mais c'est la fédération de tout ça pour une ambition pour l'Afrique. Alors, la différence, la longueur de l'expérience, bon, ils vont tous vous dire, bon, j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça me fait 35 ans dans le business. Mais les 35 ans-là sont passés essentiellement au service de l'Afrique. Je ne pense pas qu'il y ait de pays africains que je n'ai pas visités, je ne crois pas. Je suis allé dans le détail, j'ai essayé de faire le décompte pour trouver un pays que je n'ai pas visité, je ne crois pas. Et je l'ai visité en profondeur, je connais l'Afrique en profondeur. OK ? Ensuite, dans l'expérience, il y a l'expérience du secteur public. J'ai parlé au gouvernement, j'ai parlé au ministre. Il y a l'expérience du secteur privé qui est unique. Hein? C'est-à-dire qu'on peut faire le secteur privé comme employé, mais quand on fait le secteur privé en position de commandement, c'est une autre chose. Parce que vous savez que tous les actes que vous posez ont une conséquence à la fin de l'année en termes sur votre bilan et votre compte d'exploitation. Il y a ça. Ensuite, il y a une expérience extra-africaine. J'ai eu la chance de travailler les 6 dernières années à la BID, où j'ai couvert l'Asie, qui a été pour moi un terreau très fécond d'expérience de ce que l'Afrique peut faire. J'ai couvert l'Asie centrale. L'Asie centrale, c'est les anciennes républiques soviétiques. Elles ressemblent beaucoup à l'Afrique, mais elles ont beaucoup plus d'argent et elles ont le même problème de manque de compétences aussi, puisque tout était centralisé sous le régime soviétique, comme vous savez. Alors, si vous ajoutez l'expérience, la capacité de diriger un conseil d'administration, seulement les facteurs qui font distinctif, quoi. Je ne pense pas qu'un candidat ait dirigé un conseil d'administration. Moi, je l'ai fait à la BID. Je ne suis pas sûr qu'un candidat ait fait le secteur privé en position de commandement. Moi, je l'ai fait. Et puis, l'expérience riche que j'amène du côté du reste du monde, je ne suis pas sûr que les autres ont ça, si on compare. Et enfin, je suis quelqu'un qui ne pose pas des problèmes, mais j'amène des solutions, quoi. Ça, c'est tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. Et je suis persuadé qu'il y a plein de petites choses qu'on peut amener pour rendre les banques comme la BAD beaucoup plus efficaces, beaucoup plus à côté de leurs clients, et beaucoup innovatives. Il y a beaucoup de choses qui sont techniques que je ne voudrais pas rentrer dedans. Mais je voudrais dire aussi que j'ai été vraiment un champion de l'innovation, puisque j'ai créé un produit financier avec Bill Gates. Je ne le dis pas souvent dans mes interviews. Et j'ai plein d'autres choses et je pense qu'on pourra faire en sorte que l'Afrique soit vraiment le Shanghai ou le Guangzhou de demain, quoi. Et ce n'est pas une parole naïve ou une parole rêveuse. Le potentiel est vraiment là. Je vous assure, c'est l'une de mes motivations. Dans un récent entretien accordé à un confrère, vous expliquiez que vous vouliez que l'institution financière continentale se mette au centre des enjeux globaux actuels. Oui. Que voulez-vous dire par là? Ok, quand j'ai fait cette déclaration, je pense qu'elle est bien posée, bien réfléchie. Quand vous regardez autour de vous et que vous prenez une petite altitude d'hélicoptère pour regarder ce qui se passe sous les yeux, vous vous rendez compte que le monde est en train de changer. C'est clair. L'Afrique est en train de changer, mais le monde est en train de changer. Il y a des enjeux globaux qui sont en cours de discussion.
et pas plus tard que cette année. Le premier enjeu, c'est les négociations sur les objectifs du millénaire. Ces objectifs ont été redéfinis, il y avait 2000-2015, et maintenant on est dans un nouveau cycle qui engage une solidarité internationale et un changement des règles du jeu. C'est très important. Ce qui va être obtenu dans ça va marquer le futur des peuples, des nations et tout ça, et encore le futur des banques aussi qui soutiennent ces peuples-là. Donc les négociations sur les enjeux du millénaire, dans le temps, les anciens enjeux, c'était des enjeux primaires, c'est-à-dire la santé de l'enfant et de la mère, l'éducation universelle, l'eau, tout ça, ce que vous connaissez, les huit objectifs du millénaire, les anciens. La nouvelle série sera différente parce qu'elle mettra les questions d'environnement, les questions de partage des richesses, les questions de regarder devant ensemble, les questions de développer en tenant compte de ce qu'on peut faire pour préserver l'avenir pour nos enfants. Ça, c'est des termes techniques, mais c'est très, très important comme négociation. Et surtout le financement de cette nouvelle façon de voir le développement. Enjeu global, très important, et ça va tout redessiner. Ensuite, le deuxième, c'est le changement climatique. Alors ça, c'est encore plus révolutionnaire que tout. Quand on regarde de très près, on se rend compte que les pays et les nations du monde ont décidé que la façon dont elles vivent ou dont ils vivent n'est pas durable. C'est-à-dire la façon dont ils consomment le pétrole, la façon dont ils réchauffent l'atmosphère, fait que les pauvres souffrent plus, mais qu'eux-mêmes souffrent davantage. Donc ils ont décidé, contraints et forcés par les réalités scientifiques, ils ont décidé de réduire les émissions des gaz à effet de serre, c'est technique. Ils ont décidé de réduire l'augmentation de température de l'ensemble du globe à pas plus de 2 degrés. Bon, c'est technique aussi, mais les conséquences sont très importantes si vous regardez ça pour tout le monde. Ça veut dire une chose simple pour le grand public, c'est qu'on va passer de l'énergie à base de l'énergie qu'on appelle fossile, de pétrole, qui est essentiellement ce qu'on utilise, le charbon pour produire de l'électricité et se chauffer. On va aller progressivement par la force. C'est une contrainte qui s'impose à tous, et on va aller par la force vers l'utilisation de l'énergie renouvelable, le soleil, le vent, la géothermie et tout ça. Ça, c'est des enjeux globaux qui vont tout changer. Et ça change pour l'Afrique, ça change pour la BAD, c'est ce que je dis. Je pense que quand on regarde les institutions qui fonctionnent, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de contraintes. Bon, elles ont des contraintes qu'on appelle sur le plan technique des contraintes prudentielles. Exemple, si je veux prêter 1 milliard de dollars pour le Mali, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que la capacité d'endettement du Mali ne vaut pas ce montant. Et puis moi aussi, si je prends 1 milliard de mon capital pour donner au Mali, j'érode mon capital. Donc il y a plein de contraintes qui limitent l'action des banques multilatérales de développement. Et les besoins de l'ensemble de l'Afrique, rien que pour les infrastructures, c'est 90 milliards de dollars par an. Donc une banque multilatérale ne peut pas donner. Donc il faut trouver des solutions. Et moi, ce que je propose, c'est de faire développer l'Afrique sur le mode privé et en amenant des investisseurs sur le terrain. Ces investisseurs-là vont investir dans le développement de l'Afrique en achetant des titres d'investissement. Bon, c'est une nouveauté et je pense que l'expérience en Asie du Sud-Est montre que c'est possible parce que des choses comme ça se sont passées où les grosses infrastructures ont été appropriées par le secteur privé qui les gère à long terme. Ça, c'est la capacité technique. Mais quand on investit à long terme aussi. On prend des titres de propriété, par exemple, sur des infrastructures qui, plus tard, vous donneront un retour sur investissement. Donc, c'est vraiment la première chose que je propose. Ensuite, ce que je propose, c'est qu'on se rend compte que l'Afrique évolue au nord et au sud, mais il y a une bande de l'Afrique qui est un peu négligée parce qu'elle est loin de toute zone vivable. C'est la zone du désert, du Sahel, c'est les zones de fragilité. Et je pense que l'Afrique doit aussi, pas un pays, mais l'ensemble, puisque c'est vraiment quelque chose qui traverse l'Afrique d'est en ouest, du nord au sud, d'est en ouest, il faudrait qu'au niveau du continent, on fasse une sorte de plan Marshall pour adresser ces populations qui sont dans une zone fragile. Deuxième projet. Troisième projet, quand on regarde ce qui se passe, on se rend compte que dans tous les pays, les institutions sont très faibles. Il y a deux types d'institutions. Il y a les institutions comme, je ne sais pas, Énergie du Mali, les gens qui donnent de l'eau, les gens qui collectent les impôts, les gens qui émettent des vignettes et tout ça, qui sont
le ciment du fonctionnement d'un État. Bien souvent, dans beaucoup de pays, ils n'ont pas reçu la formation nécessaire. Il faut vraiment investir stratégiquement dans ce domaine-là. Puis il y a les institutions citoyennes aussi, qui elles aussi ont besoin, comme la société civile, comme les ONG, comme l'Assemblée nationale, comme tous ceux qui résultent d'une élection. Elles doivent être mises au niveau. Et on dit ça pourquoi? Parce que quand on regarde l'ensemble des pays du monde, ceux qui résistent le plus au choc, il peut y avoir des chocs politiques dans n'importe quel pays, il peut y avoir des gens qui ne sont pas contents et tout, il peut y avoir une rébellion, il peut y avoir la guerre, mais les pays qui résistent le mieux, ce sont les pays qui ont une administration super compétente. Et quand vous regardez les pays qui sont allés qui ont eu des problèmes ces 10 dernières années, disons 2009, de ce qu'on appelait le printemps arabe, les pays qui ont le plus résisté, c'est les pays qui ont une compétence nationale. Regardez, si je vous pose la question, vous allez dire quel pays? La Libye, n'ont pas résisté. La Tunisie. La Tunisie, pendant qu'il y a eu la crise, les gens collectaient les impôts, le courant était là, et puis ils étaient capables de formuler des politiques. Et sur le plan de l'autre partie des institutions dont je vous parlais, c'est-à-dire les institutions représentatives, vous vous rendez compte que les Tunisiens ont été les premiers à pouvoir tout reconstituer. Hein? Alors, la Côte d'Ivoire est un autre exemple. Ils ont fait 10 ans de crise, mais le secteur privé est tellement compétent là-bas, les infrastructures ont été tellement bien faites, les institutions se sont mis à refonctionner. En 1 an et demi, ils ont retrouvé le niveau d'avant. Donc, ce qui nous dit, nous, qui sommes financeurs du développement, que la première chose à faire quand on s'adresse à une situation, c'est donner la compétence aux hommes. C'est des solutions que je propose pour le secteur privé, les PME, quoi. Parce que quand vous regardez de plus près, ou quand vous faites, comme j'aime bien dire, prendre une vue d'hélicoptère, regardez ce qui se passe sous les yeux, votre société, les petites entreprises, c'est elles qui emploient, c'est elles qui créent l'emploi, c'est elles qui donnent l'emploi non fonction publique, comme on les appelle. Donc stratégiquement, quand on réfléchit, on se rend compte que quand on met $1 dans le secteur privé utile, hein, vous créez de la valeur, vous créez de l'emploi. Or, tous les hommes, les gens qui dirigent les pays, ils veulent l'emploi parce que c'est le plein emploi qui permet de faire évoluer les sociétés. On a des problèmes, c'est vrai, pour les PME. Et la BAD, comme toutes les institutions financières, n'a pas pu trouver de solution pour cela. Parce que c'est une combinaison de solutions qui doit venir à la fois des États et puis un peu de facilitation de la part de la BAD. Bon, j'ai un projet pour les PME aussi qui consistera à aller à la racine des problèmes qu'ils ont. Évidemment, ce n'est pas se substituer au ministre des Finances ou au ministre de l'économie d'un pays, mais constater que si les PME ne fonctionnent pas, c'est que le système, en tout cas l'une des problèmes, c'est le système financier, l'accès au financement qui leur pose problème. Et quand l'accès au financement pose problème, ça veut dire que le secteur financier ne marche pas bien. Et donc là, j'ai des solutions aussi pour préparer, pour faire en sorte, encore une fois, la BAD ne se substitue pas au ministre des Finances, c'est le boulot du ministre des Finances. Mais la BAD est une institution qui est au service du ministre des Finances. Donc, compte tenu des expériences qu'on a vues par ailleurs, compte tenu de la façon dont je conçois l'innovation en matière de développement, on aura des solutions appropriées pour le secteur privé. De l'échelle d'en bas, comme j'ai dit, il y a le grand secteur privé qui est l'investisseur, mais il y a le secteur privé national et africain qui, lui, créera l'emploi et la richesse. Alors, aussi, on parle sur les nombreux défis auxquels sont confrontés les États africains en matière de jeunesse. Il y a l'éducation, il y a l'emploi. Avez-vous des solutions à leur proposer? Oui, c'est la proposition d'emploi pour améliorer l'emploi et les questions de jeunesse. Ce sont des propositions de mon point de vue qui vont viser à augmenter l'investissement dans les pays. Parce que quand on investit, on crée de la valeur, on crée de l'emploi et on donne un espoir aux jeunes qui sont déjà formés. Mais une responsabilité qui est pour les pays africains aussi, qui est pour la banque, c'est de former des gens dont l'économie a besoin. Le chômage, c'est parce qu'on forme un géographe, on forme un philosophe. Je suis sûr qu'il en faut, mais il n'en faut pas 50% de la population. Donc une formation intelligente, mais la formation pour la formation générale, c'est dû à chaque homme. Mais une deuxième formation, qui est la formation pour ce que j'appelle la dignité. Quand on forme quelqu'un qui est capable de travailler ou de se donner une valeur dans un système économique, on lui donne sa dignité. On empêche qu'il soit un chômeur structurel ou un chômeur
parce qu'il n'a pas de formation qualifiante qui lui permet d'être actif dans l'économie. Donc moi, mon conseil, c'est de revoir les patrons, de leur demander de quoi avez-vous besoin. Parce que bien souvent, on a vu des situations en Afrique où on rencontre des chefs d'entreprise qui disent « je cherche du personnel, je ne trouve pas ». Et vous voyez sur le marché du travail des jeunes qui n'ont pas de travail. Ça, c'est la faute à qui? Bon, faute, c'est un trop grand mot, mais je veux dire que les planificateurs de l'éducation et de l'économie doivent pouvoir lier la connaissance générale à la connaissance pour l'emploi. Donc, on a eu cette expérience-là dans les pays arabes qui ont été affectés par le printemps arabe, et on est en train de changer progressivement leur façon de voir les choses. On fait ça comment? Normalement, le ministre de l'Éducation, il doit parler au ministre de l'Emploi. Il doit parler au ministre, à la partie de l'économie qui emploie le plus dans tous les pays du monde, à part les pays communistes. Le premier employeur, c'est le secteur privé. Donc, si on veut qu'une économie marche, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de la Jeunesse et le ministre de l'Éducation et de la Formation essaient de faire un sondage dans le marché pour savoir de quoi on a besoin. Par exemple, aujourd'hui, prenons un électronicien, par exemple. Prenons, par exemple, quelqu'un qui fait la maintenance des climatiseurs. Prenons quelqu'un qui peut câbler. Je suis sûr que dans une économie qui veut faire de la diversification, ces métiers sont demandés. Si on aligne le curricula de formation de l'enseignement avec la demande de la société, la demande privée, on peut améliorer beaucoup le problème du chômage. Bon, on a attaqué ces problèmes-là dans les pays du Golfe et dans le pays de l'Afrique du Nord. On est en train de voir des résultats pratiques. Mais souvent, les ministres de l'Éducation et de l'Emploi ne parlent pas au ministre de l'Économie, ainsi de suite. Il faut que les gens se parlent. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, combien de pays soutiennent votre candidature? Ok, c'est une question difficile. Parce que dans notre affaire, il y a un soutien juridique, il y a un soutien ferme déclaré, et puis il y a le soutien, l'intention de soutenir. Donc, en prenant dans l'ordre que je viens de vous donner, on va du plus sûr au moins sûr. Alors, soutien ferme, il y a 11 pays qui l'ont signé juridiquement, disons, le soutien juridique, qui ont envoyé un papier à la BAD pour dire que nous avons l'intention de parrainer, c'est-à-dire de nous mettre aux côtés du Mali pour faire la campagne de Sidibé. C'est ça qui est la signification du soutien juridique. Maintenant, dans ces pays-là, là où on a réussi, la diplomatie malienne, le président et moi-même, c'est de présenter un panel de parrains qui couvre toute l'Afrique. La signification de ça, c'est que vous n'êtes pas le candidat d'une région, d'une langue, mais il y a beaucoup de pays africains qui reconnaissent vos potentiels et qui savent et qui se disent qu'ils peuvent vous supporter parce que vous représentez quelqu'un qui peut satisfaire ce qu'eux, ils cherchent au-delà de l'amitié politique et diplomatique. Bon, ils sont 11, ils sont un peu partout en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et surtout en Afrique de l'Est anglophone aussi. Ensuite, il y a des pays traditionnels, en raison de la diplomatie malienne, en raison de l'amitié particulière, de l'affection qu'ils ont pour le Mali, de la considération qu'ils ont pour notre président, qui ont décidé aussi, à haut niveau, de dire que bon, vraiment, on vous donne l'engagement qu'on va vous soutenir. On appelle ça soutien ferme. Maintenant aussi, il y a des intentions de soutien. Bon, ça, vous ne savez pas comment ça peut évoluer, ils vous disent en face de vous, bon, on va vous soutenir. Mais toujours est-il que quand on regarde les candidats actuellement, on se rend compte que les jeux vont se faire dans les tours successifs puisque les soutiens juridiques représentent 29 pays sur 24. Et ces soutiens juridiques sont répartis sur les candidats, ça donne une certaine lisibilité, quoi. Le reste là, c'est les soutiens qui sont soit fermes donnés à chacun des candidats, soit des intentions de soutien. Ça, c'est du côté africain. Maintenant, du côté de la deuxième catégorie d'actionnaires, qui sont les Européens, ils ont une autre logique, d'après ce qu'on a compris. Ils vont privilégier la compétence, ils vont essayer de ne pas trop changer ce que les Africains veulent, sauf si le candidat ne présente pas pour eux la crédibilité, le charisme, ou que la vision du candidat ne correspond pas un peu à ce qu'eux ils pensent que devrait être la base du point de vue de leur point de vue d'actionnaire. Voilà. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça, quoi. 11 soutiens juridiques et puis d'autres soutiens aussi qui ont été déclarés. À moins d'un mois de l'échéance, êtes-vous confiant aux sciences? Super confiant. Pour une raison simple,
c'est que vous ne rentrez pas dans ça si vous n'avez pas confiance, sinon vous ne rentrez pas dedans. Je crois que c'est un des éléments de la stratégie et il faut toujours avoir confiance. Et puis on a réellement confiance avec ce que le président a battu. Maintenant, le reste est dans les mains de Dieu. Le reste aussi, ça peut être politique, ça peut être des questions d'alliance. Mais la candidature de la BAD, c'est vraiment une candidature qui a plusieurs grilles de lecture. Il y a la grille de lecture de la compétence et de celui qui peut faire le boulot, la grille de lecture des alliances politiques, et puis toute autre considération qu'on peut regarder en raison de qui peut être proche de qui. Mais ce qui est important, pour la première fois dans l'histoire non seulement de la BAD, mais dans l'histoire de toutes les institutions internationales, on met en place une grille de lecture qui privilégie ceux qui sont en mesure réellement de diriger un bateau de 100 milliards de capital, qui ont l'exposition dans l'Afrique, en dehors de l'Afrique. Bon, il y a toutes ces considérations-là qui rentrent, mais avec une équipe telle que le président de la République a mis à notre disposition, les moyens qu'il a mis à notre disposition, si on n'est pas confiant, on doit tout rembourser. Merci beaucoup, M. Sidibé. C'est moi. Vous souhaite bonne chance à votre candidature. Oui. Nous remercions aussi nos milliers d'internautes à travers le monde et à la prochaine. Merci aussi, et je dois vous dire que vous êtes l'exemple de ce que je voudrais voir fleurir en Afrique. C'est ce qu'on appelle des institutions de service qui n'ont pas besoin de beaucoup de capital, qui marchent sur la matière grise, qui marchent sur l'innovation et l'Internet, qui atteignent, je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire combien d'internautes vous avez. Ce n'est pas important. Si c'est la population du Mali qui est vos internautes, ce n'est pas bon. Mais je suis sûr que vous êtes vus en Turquie, en Russie, partout où il y a les Maliens. Il paraît que les Maliens, ils sont sur la Lune, mais je suis sûr que là-bas aussi, vous êtes vus, quoi. Mais je vous félicite et je vous demande de continuer ce que vous faites, d'aller au-devant de la technologie, de ne pas se contenter d'Internet. Demain, ce sera plus fort que l'Internet. Diversifier et soyez la fierté de nous tous, un exemple à émuler, à imiter. Inch'Allah. Merci, Inch'Allah aussi. Merci.